Bonjour, je suis Sophie, la bibliothécaire de cette chaîne et j'ai commencé il y a peu à donner des formations en ligne et on m'a demandé comment est-ce que je fais pour donner ces formations en ligne-là. Je n'ai pas eu le choix de commencer à les donner en ligne à cause de la pandémie. Alors, du coup, j'ai décidé de vous créer un document PowerPoint pour vous présenter les bases de comment créer une formation. Alors, je vais vous partager mon PowerPoint. Voici. Voilà. Alors, les étapes que je vais vous présenter, c'est les questions à se poser, les faits et les statistiques à présenter. Je vais je vais vous faire une introduction à l'enseignement en ligne. Je vais vous présenter les informations théoriques, les informations pratiques et je vais ensuite conclure. Les questions à se poser avant de créer une formation en ligne. Ça, c'est les questions que vous devez vous poser. Est-ce que vous avez déjà vécu de l'insécurité financière? Est-ce que vous voulez profiter de l'après-crise pour développer un revenu alternatif? Est-ce que vous avez une passion depuis plusieurs années et est-ce que cette passion vous donne une grande énergie et une expertise que vous aimeriez partager au plus grand nombre? Est-ce que vous avez détecté des besoins chez les autres liés à votre passion? Si vous avez répondu oui à au moins une de ces questions, alors je vous invite à regarder ce live, c'est pour vous. Les faits et les statistiques maintenant. Il y a des milliers, même des millions maintenant d'emplois qui sont perdus par pays avec le coronavirus. Et un nombre incalculable de ces emplois ne seront malheureusement pas retrouvés. Il existe autant de sujets de formation possibles qu'il existe de passions. Certaines formations nécessitent des diplômes, des brevets obligatoires. D'autres formations ne nécessitent pas de diplôme ou de brevet obligatoire. Certaines formations nécessitent de connaître les lois liées à une profession. Mais pour toutes les formations que vous allez créer, ça va vous prendre de connaître la loi sur les droits d'auteur et sur les droits intellectuels. Tous les formateurs doivent développer au moins 3 éléments: le savoir, le savoir-faire et le savoir-être, sans compter des compétences en marketing et des compétences technologiques. La préparation de la formation. Ça vous prend des connaissances théoriques que vous allez acquérir par des lectures, par des formations que vous allez suivre pour vous-même, par des veilles de formation que vous allez effectuer sur les sujets qui vous passionnent. Ça va vous prendre des connaissances pratiques que vous allez faire par l'expérimentation. Ça va vous prendre de connaître votre marché. Ça va vous prendre de passer à l'acte. Ça va vous prendre de connaître vos fournisseurs de produits et de services. Par exemple, si vous voulez faire une formation en chimie, vous êtes passionné de chimie, vous voulez présenter des expériences scientifiques, ça va vous prendre d'avoir des fournisseurs de produits comme des pipettes, des éprouvettes. Ça va vous prendre des fournisseurs de services, par exemple, des services d'impression, des services de plastification. Ça va vous prendre de choisir le lieu de la formation. Moi, ici, ce que je vous propose, c'est une formation en ligne. Ça va vous prendre de choisir les outils technologiques pour la formation. Il existe différents outils. Moi, j'utilise Zoom pour faire l'enregistrement de ma formation en ce moment, mais il en existe d'autres outils. Ça va vous prendre de prévoir la durée de la formation et les modalités de l'inscription. Ça va vous prendre finalement de choisir un mode de paiement, que ce soit PayPal ou un autre mode de paiement. Il y a 2 types de formations en ligne. Il y a les formations synchrones et les formations asynchrones. Les formations synchrones, c'est une formation qu'on fait en direct. Les formations asynchrones, ce sont des formations qui ont été préenregistrées. La différence entre les deux maintenant. La formation synchrone, ça permet d'avoir un contact direct avec les apprenants. Ça permet de répondre rapidement à leurs questions. On peut s'adapter au contexte des apprenants. C'est moins dispendieux à mettre en place, ça nécessite moins de connaissances informatiques, mais ça prend plus de temps pour gérer et ça nécessite la présence du formateur constamment. Formation asynchrone maintenant, ça permet de rester disponible pour créer d'autres projets. Ça favorise une planification à long terme des activités d'apprentissage. Ça permet d'atteindre un plus grand nombre d'apprenants puisque vous pouvez donner plusieurs formations en même temps. Ça va vous prendre, par contre, un des défis ou des points un peu négatifs, c'est que vous n'avez pas de contact direct avec les apprenants. C'est plus dispendieux à mettre en place, c'est plus long à élaborer, ça va vous prendre de connaître plusieurs fournisseurs de services. Comment faire connaître sa formation?
Il y a les réseaux sociaux Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn. Moi, je vous conseille fortement de faire connaître votre formation dès le départ. Alors, n'attendez pas d'avoir des formations payantes pour offrir des formations. Commencez par donner des formations gratuitement parce qu'il y a une différence entre avoir une passion et vouloir partager votre passion. Et c'est vraiment deux choses. Ça prend du temps pour vouloir partager sa passion. Alors, commencez par le faire gratuitement pour voir si vraiment vous voulez aller plus loin pour offrir éventuellement des formations payantes. Commencez tout de suite à utiliser les réseaux sociaux qui sont gratuits, qui sont à votre disposition. Alors, faites des formations gratuitement et comme ça va vous permettre d'acquérir des compétences informatiques et ça va vous permettre de voir si vous voulez aller plus loin pour offrir éventuellement des formations payantes. Ça va vous prendre d'apprendre à gérer un calendrier des publications. Ça va vous prendre d'écrire des articles de blog, de faire des vlogs, des vidéos en ligne. Ça va vous prendre de maîtriser le storytelling, les histoires de marque. Pour ces termes-là, moi, je vous invite à aller lire Wikipédia. Ça va vous donner plus d'informations à ce sujet. Le SEO, le SEM, c'est des techniques pour vous faire retracer par le moteur de recherche Google. L'inbound marketing, les techniques du copywriting, tunnel de vente. Ça va vous prendre de connaître votre marché cible. Est-ce que vous voulez faire affaire avec le marché américain, européen, asiatique, canadien? Ça va vous prendre de déléguer des tâches parce que vous ne pourrez pas tout faire. Ça va vous prendre de recueillir des adresses courriels des gens intéressés par votre formation en respectant les lois de votre pays, parce qu'il y a des lois là-dessus qu'il faut connaître. Ça va vous prendre de faire un suivi, des suivis, d'offrir un service à la clientèle et bien d'autres tâches connexes. Déterminer qui sera votre clientèle. Ça va vous prendre de connaître votre client parfait. Quel est son âge, son sexe, sa profession, ses revenus, ses loisirs? Quel est le style de vie qu'il veut avoir? Quels sont ses besoins, ses rêves, ses objectifs? Ça va vous prendre de créer un persona. Et pour le mot persona, là encore, je vous invite à aller voir sur Wikipédia. Vous allez avoir plein d'informations intéressantes à ce sujet. Et vous aussi, essayez de vous créer votre propre style de vie parce qu'on commence à donner des formations, ça nous donne le goût de continuer, mais ça prend vraiment une certaine discipline. Alors, quel style de vie vous voulez obtenir grâce à vos formations? Comment commencer la formation? Il y a une différence entre des apprenants captifs et des apprenants non captifs. Qu'est-ce que c'est la différence entre les deux? Les apprenants captifs, ce sont des apprenants pour lesquels ils sont obligés d'être là. Ça leur prend un diplôme, ça leur prend un brevet pour avoir leur profession, pour pouvoir exercer leur profession. Les apprenants non captifs, c'est des apprenants qui ne sont pas obligés d'être à votre formation, qui n'ont pas nécessairement l'obligation d'avoir un diplôme ou un brevet pour exercer leur profession. Dans tous les cas, il faut commencer une formation en posant des questions aux apprenants. Vous pouvez poser des questions d'ordre pédagogique ou andragogique. Pédagogique, c'est plus pour les enfants, andragogique pour les adultes, mais l'un et l'autre, ça se ressemble vraiment. Allez lire sur Wikipédia ce sujet. Il y a les questions de point de vue marketing. Les questions pédagogiques ou marketing. Alors, dans tous les cas, moi, j'allais rapidement, je vous dirais, jumeler les deux, peu importe si vous avez affaire à des apprenants captifs ou non captifs. De façon traditionnelle, quand on étudie en enseignement, on nous suggère les questions d'ordre pédagogique ou andragogique. Et si vous allez plus pour la vente de vos formations, ça va être des questions d'ordre marketing. Mais moi, je vous le dis, jumelez les deux formations. Vous avez les informations à ce sujet ici, sur cette page, sur ce diaporama. Alors, et il y a un élément très important, il faut savoir les préconceptions des étudiants. Si vous donnez, par exemple, une formation sur le jeu d'échecs, qu'est-ce que les gens connaissent déjà du jeu d'échecs? Est-ce que c'est le premier cours qu'ils suivent? Est-ce qu'ils ont déjà suivi des cours? Est-ce que ça fait 1 an qu'ils jouent aux échecs? Est-ce que c'est leur première journée où ils jouent aux échecs? Est-ce qu'ils connaissent certaines règles, certaines stratégies ou rien du tout? Alors, ça va vous prendre de connaître ce que les étudiants savent déjà sur le sujet que vous allez enseigner. Ça va prendre aussi des questions pour connaître l'intérêt des étudiants à suivre cette formation. Par exemple, ça peut être un étudiant qui est obligé d'être là. Si c'est ça, ben ça vous prend de le savoir. Il n'est peut-être pas content d'être là, lui. Il le fait parce qu'il n'a pas le choix d'être là. Ou si, par exemple, si c'est un cadeau qu'on a offert à un de vos étudiants, va donc suivre cette formation-là, ça va t'intéresser, mais est-ce que ça l'intéresse vraiment? Alors, posez des questions à ce sujet pour savoir vraiment
sur quel pied danser, savoir à qui vous avez affaire. Ça va vous prendre de poser des questions ouvertes ou fermées. Des questions ouvertes, qu'est-ce que c'est? C'est des questions où vous allez avoir des réponses longues avec un sujet, verbe, complément. Ça va vous prendre des questions fermées où les gens vous répondent par des oui ou par des non. Et pour ce qui est des questions dans le marketing, c'est pour les formations où le diplôme n'est pas obligatoire. Ça va vous prendre des questions, 5 questions fermées où les gens vont répondre oui. Ça prend 5 oui. Et ça, c'est principe marketing. Pour une vente, on dit souvent que ça prend 5 oui. Alors, ça va vous prendre des questions, poser des questions assez larges, mais qui vont inciter les étudiants à répondre par des oui. Et comme ça va les motiver à continuer d'autant à suivre votre formation. Ça va vous prendre aussi des questions pour savoir comment l'étudiant va savoir si la formation a répondu à ses besoins, à ses objectifs. Et vous allez reposer la question à la fin pour pouvoir confirmer cet aspect-là avec vos étudiants. Et ça prend aussi des questions ouvertes et fermées. Avant la formation, ça va vous prendre de vous assurer que les étudiants maîtrisent très bien les outils technologiques parce qu'ici, moi, ce que je gère, c'est des formations en ligne. Et ça va vous prendre de vous assurer que les outils fonctionnent bien. Faites des tests avant la formation pour être sûr que tout fonctionne. Pendant la formation, l'étape 1, les questions. Comme je vous ai dit, jumelez les deux, toujours. Questions d'ordre marketing et pédagogique, peu importe le type d'apprenant, si c'est des apprenants captifs ou non captifs. Ça va vous prendre des questions orales et écrites. Les questions orales vous permettent d'avoir une rétroaction immédiate. Et avec les questionnaires écrits, ça va vous permettre d'avoir un suivi à la fin de la formation. Très important encore là, je le répète, je le redis, ça va vous prendre de savoir qu'est-ce que les étudiants savent déjà sur le sujet de votre formation. Annoncez qu'à la fin de la formation, vous allez offrir des bonus. Annoncez que vous allez leur offrir des cadeaux. Pourquoi c'est important de faire au début de la formation? Parce que vous n'avez pas le contrôle sur vos étudiants. Vous ne savez pas s'ils vont se déconnecter avant la fin de la formation et vous ne voulez pas qu'ils se déconnectent. Vous voulez qu'ils restent jusqu'à la fin de votre formation. Alors, annoncez-leur des cadeaux pour les inciter à rester jusqu'à la fin. Et prenez les présences des participants. Ça va être important pour vous, pour vos statistiques, pour évaluer votre performance. Étape 2, comportement attendu. Ça, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas cette étape, mais elle est très, très, très importante. Ça prend de faire une certaine discipline. Plus le groupe est grand, plus ça va être important d'établir des règles strictes. Par exemple, mentionner qu'il est interdit de filmer la formation, de l'enregistrer. Il y a des lois là-dessus. Les participants peuvent vouloir avoir droit à l'anonymat. Alors, il faut la permission. Si vous-même voulez enregistrer, ça prend la permission écrite des gens. Alors, il faut vraiment spécifier tout ce qui concerne l'enregistrement. Est-ce que vous permettez ou non? Dites-le. Suggérez de fermer les téléphones pour éviter d'être dérangé. Avoir une posture d'écoute active pour favoriser l'échange entre les participants et que les participants osent poser des questions. Ensuite, il y a l'étape 3, donner des rôles. Tout dépendant de l'âge des apprenants et de leur intérêt, de la grosseur du groupe, je vous invite à suggérer de donner des rôles aux apprenants. Par exemple, si vous utilisez Zoom ou un autre logiciel de communication, il y a une zone de chat où on peut poser des questions par écrit. Bien, vous pouvez demander à un apprenant de vous mentionner quand quelqu'un utilise le chat, s'il y a des questions posées à l'écrit pour que vous puissiez aller les voir et intervenir rapidement. Et vous pouvez demander à un autre apprenant, par exemple, de vous minuter pour vous dire, bon, dans 10 minutes, on est censé passer à tel autre sujet. Et si vous avez le budget, bien entendu, vous pouvez engager un co-animateur à qui vous allez offrir ces rôles. Étape 4, les explications, le contenu attendu de la formation. Ça va vous prendre de vraiment bien, dès le départ, expliquer le vocabulaire et le lexique, le jargon, les acronymes, les abréviations. Et moi, depuis le début, je vous invite à aller voir Wikipédia et je vais continuer. Je peux malheureusement pas prendre le temps de déterminer chaque terme avec vous parce que j'essaie d'être quand même assez brève, mais n'hésitez pas à aller consulter Wikipédia à ce sujet. Il y a les faits et les statistiques. Les faits et les statistiques, ça permet de faire une accroche, ça permet
d'intéresser les étudiants à ce que vous annoncez dans votre formation. Ça va vous prendre de présenter des aspects techniques, théoriques et pratiques. Il faut prendre aussi en compte 3 types d'apprenants, les visuels, auditifs, kinesthésiques. Et pour chaque type d'apprenant visuel, auditif ou kinesthésique, vous allez avoir des outils pédagogiques différents que vous allez pouvoir utiliser pour répondre à leurs besoins. Et est-ce que vous avez des étudiants qui souffrent de surdité? Ça va vous prendre aussi d'avoir du matériel adapté pour leur cas. Alors, c'est pour ça que dès le départ, ça va vous prendre de connaître à qui vous voulez enseigner. Ce que je disais dès le départ, la clientèle cible. Qui est votre clientèle cible? Votre client parfait, c'est important de le savoir. Étape 5, citer les sources. Très, 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 très important de citer les sources. La bibliothéconomie n'est jamais loin des formations. Pour toute formation, ça va vous prendre de citer vos sources. Citer les professionnels que vous avez consultés. Citer les livres que vous avez lus, les articles scientifiques, les autres sources. Nommer les sources apporte du sérieux à votre formation. Ça va vous allez pouvoir en profiter aussi pour mentionner aux gens, envoyez-moi vos courriels, donnez-moi vos courriels et je vous donne toutes les sources. Mais c'est important vraiment d'avoir les sources à pouvoir donner aux participants. Ils ont droit à ces informations-là. Et vous pouvez offrir des documents aussi de type pour aller plus loin. Étape 6, fin de la formation. On commence par des questions, on termine par des questions, une formation. Vous résumez les éléments appris de la formation et ensuite les 3 types de questions à poser. Il y a des questions sur les tâches, sur les personnes et sur les stratégies. Sur les tâches, qu'est-ce que vous avez appris? Sur les personnes, qu'est-ce que vous avez préféré de cette formation? Qu'est-ce que la personne retient de cette formation? Sur les stratégies, quelles stratégies allez-vous utiliser dans le futur après la formation? Étape 7, il faut prévoir le futur. Présentez vos produits, services et autres formations. Présentez les bonus, les cadeaux que vous avez annoncés au début. Proposez un rendez-vous aux apprenants pour aller voir vos prochaines vidéos en direct, vos prochaines formations. Proposez aux apprenants de faire des actions pour se réinscrire immédiatement avec des prix attractifs, des gratuités, etc. Et il y a un questionnaire à la fin de la formation qui doit être passé. Ça, c'est important. C'est pour avoir la rétroaction de vos étudiants. Et vous pouvez leur suggérer de faire un questionnaire anonyme aussi. Étape 9, suivi des paiements, service à la clientèle, suivi des courriels, réapprovisionnement matériel, création de nouvelles formations, gestion de votre réputation, c'est important, de votre image de marque. Il y a une différence entre popularité, autorité, notoriété. Là encore, je vous invite encore une fois à aller voir sur Wikipédia ces différents termes. Et voilà. Et mes sources à moi que je vous présente ici, Radio-Canada Première, Statistique Canada, Wikipédia, le livre de Seth Godin que je vous recommande vraiment, La Vache pourpre. Tous les livres de Bernadette Giroir sont très intéressants sur le sujet. Elle est spécialisée en storytelling. Le livre de Chet Holmes, La prodigieuse machine à vendre, vous décortique étape par étape quelle stratégie prendre pour faire votre formation en ligne. Je vous recommande aussi. Et le livre de Timothy Ferris, La semaine de 4 heures, un seul bémol pour ce livre, je trouve qu'il n'est pas adapté pour chaque profession. Alors voilà. Pour aller plus loin, je vous présente ici quelques approches pédagogiques. Les approches pédagogiques ont été conçues pour les enfants, mais elles peuvent être très facilement adaptées pour un domaine adulte. Et je vous conseille de consulter Wikipédia pour en apprendre davantage sur ces approches. Alors, je vais juste vous les nommer rapidement. Il y a l'approche de Charlotte Mason, l'approche Montessori, la pédagogie par projet, l'étude par unité d'apprentissage ou interdisciplinarité et la pédagogie à la japonaise. Est-ce que vous avez encore des questions? N'hésitez pas à poser des questions en commentaire ou contactez-moi par courriel, contact@labibliothécaire.com et ça va me faire vraiment plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une autre émission sur la chaîne de la bibliothécaire. À bientôt!